Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, on a fait une LED et puis on a fait une grille de LED à deux dimensions, c'est-à-dire le petit grillage qui se trouve là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, ce joli petit bouton A. Alors, quand on entend petit bouton, bah, déjà il faut qu'on recopie l'API de microbit, donc il nous faut ispress, isRelease et waspress. Et ensuite, bah, nous, vu qu'on doit pouvoir simuler ce bouton, il va nous falloir set pressing avec la valeur down, up pour pouvoir simplement simuler ce bouton. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'apprendre à faire un bouton type électronique qu'on va pouvoir utiliser sur notre microbit et puis assembler par la suite. Bon déjà, qui dit faire un bouton, bah, dit faire un nouvel objet 3D. Donc il vous faut une nouvelle scène. On va créer pour l'instant la scène sous le nom de démo micro bit tactile button. Tactile button, c'est-à-dire touchable au doigt. Voilà. Alors du coup, il nous faut un bouton. Ce bouton, on va l'augmenter. On aimerait bien que le poids de pivot soit ici au centre pour pouvoir plus facilement déposer quand on va l'utiliser. Donc ici, on le monte un petit peu d'un demi-mètre. Magnifique. On a un joli carré. Alors, il faut prendre la mesure du bouton. Donc là, j'ai été voir sur mon microbit et le bouton, il fait 6,3 mm et 3,35 mm. Mesure à la main avec l'appareil qu'il faut. Donc du coup, basiquement, ce serait petit comme ça. Sauf que le problème de Godot, c'est qu'il s'arrête à 0,01. Ça commence à devenir vraiment difficile quand vous êtes dans ces tailles-là. L'éditeur est pas fait pour aller dans le cybar, en tout cas, il n'est pas designé pour que vous puissiez jouer avec des choses qui sont petites. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est le réagrandir, le remettre en une distance de 1 mètre, et puis alors après, plus tard, bah, on le resizera au microbit à l'intérieur d'un parent qui lui sera d'1 mètre. Donc en gros, on va essayer de faire des scènes qui nous font 1 mètre de diamètre, et puis on va travailler en sachant qu'on va le réduire plus tard, basiquement. Donc ici, magnifique. On va travailler sur du 1 mètre sur 1 mètre. On a le bas du bouton ici. Il va nous falloir un cylindre, donc on crée un mesh instance, on le met en mode cylindre, on les rétrécit, hop, on le déplace un peu, magnifique. On a notre joli petit cylindre. On peut déjà lui donner un petit peu de couleur. Alors ici, normalement il est noir, je l'ai mis en gris mais il est noir, voilà magnifique. Il est un petit peu grisé sur le dessus, donc on va dupliquer le mesh comme ceci, magnifique. Le mettre en gris, et nous voilà avec un joli petit bouton. On va mettre le dessus en noir grisé. Alors, vous voyez, si jamais on laisse un cube sur un cube, vu qu'ils ont la même taille, ça va faire ce qu'on appelle du flipping. Donc, c'est-à-dire que les faces vont pas savoir si on affiche du noir ou du gris. Donc, on va prendre la truc ici et on va juste l'augmenter un tout petit peu légèrement pour que les faces soient pas l'une sur l'autre. Voilà, magnifique. Du clipping, pas du flipping. Donc du coup maintenant on va pouvoir sauvegarder notre scène parce qu'il va falloir pouvoir avoir une sorte de scène démo où on peut montrer notre bouton. Voilà, et alors notre bouton, on va créer un autre 3D parce que maintenant il faut qu'on fasse une sorte de scène pour le bouton. Donc ça c'est la scène de démo, et maintenant il nous faut notre scène pour notre bouton. Donc on peut l'appeler par exemple Microbit Tactile Button parce que c'est un bouton tactile, magnifique. On crée un poids vide, ce poids vide on le renomme en Static Part et Moving Part parce qu'il y a une partie statique ici qui ne va pas bouger et puis il y a le bouton qui va aller de haut en bas. Tada! Alors la moving part, elle va aller de haut en bas. Il y en a une qui bouge, mais il y a une sorte de poids de référence, c'est-à-dire l'endroit ici qu'il nous faudrait, et c'est ça que j'appelle moving part root, c'est-à-dire la racine en anglais. C'est l'endroit où on va laisser le poids de départ. Magnifique. Et vous voyez que ici maintenant, ma moving part, je la mets dans la route. Le mesh 3D, je la mets dans la moving part. Et ce qui veut dire que maintenant quand on bouge moving part, ben, on bouge aussi le mesh 3D. Tada! Donc ici, on va placer le mesh 3D par rapport à ce poids-là. Et ici, ça c'est le moving part, et on va essayer de le mettre plus ou moins là où on pense qu'il faudrait qu'il soit. Tada! Donc maintenant qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on peut déplacer à la main ces éléments-là. Magnifique. Sauf que nous, on va devoir faire à partir d'un script, parce qu'on peut le faire à partir de l'animation. Donc ici, dans Godot, il y a un truc qui s'appelle une animation, qui va nous permettre d'animer et de dire le bouton il est on, le bouton il est off. Sauf qu'en VR, quand on va pousser sur le bouton, bah, il n'y aura pas de on-off, il y aura une sorte de transition qui pourrait avoir lieu. Alors, c'est pas le cas dans notre bouton ici, parce que c'est un bouton on-off, mais juste pour le fait d'apprendre avec du code, je vais le faire avec du code plutôt qu'avec une animation. Donc ici, ce qui veut dire qu'il nous faut un point de départ quand il est poussé et un point de départ quand il est relâché
pour avoir une transition entre les deux. Vous voyez un peu l'idée? Donc ici, on va déposer un poids vide, un node 3D, c'est-à-dire un poids vide avec une position, pour le release et pour quand il est press. Donc là, c'est le release, magnifique, on est content. Maintenant, on va essayer de mettre le press, mais le press, il est déjà à la route vu qu'on l'a créé à cet endroit-là, donc c'est bon, il me dit c'est bien. Alors, on renomme évidemment notre bouton. Pourquoi est-ce que j'ai mis View ici? C'est parce que Microbit Tactile Button View, bah, c'est des mèches 3D, des poids à bouger, mais il n'y a pas de code dessus, c'est juste pour visualiser le bouton. Il y a des fois où vous voulez juste utiliser un bouton sans pour autant mettre du code par-dessus. Donc ici, je vais le déposer dans l'élément. Voilà. Et on a du coup maintenant une sorte de préfab, si vous étiez de Unity, une sorte de petite scène, voilà, où on a juste un bouton dedans. Dans cette scène-ci, on ne veut pas mettre de la logique, par exemple, on ne veut pas dire si mon joueur avance, pousse sur le bouton. Non, ici, tout ce qu'on veut, c'est un tout petit peu de code qui nous permet de gérer l'état de cette vue. C'est-à-dire, est-ce que le bouton il est enfoncé un petit peu, pas beaucoup, donc ce genre de choses qui sont propres au design de la vue, c'est ça qu'on va y ajouter. Donc on va rajouter un petit script, un petit poids vide, pardon, sur lequel on va mettre un script. Hop, hop, hop. Script d'animation, voilà, magnifique. Ce script d'animation, on va l'appeler genre microbit button. C'est toujours difficile de trouver des noms, mais tactile button. Voilà. Alors on va voir deux scripts différents. On va voir un script qui gère l'état du bouton et un script qui gère l'animation de ce bouton. Donc ici, vous voyez, microbit tactile button script animation, c'est celui qui va faire bouger la chose. Alors que l'autre, c'est celui qui va retenir, ok, on est dans l'état vrai, faux, on peut le définir et tout. Donc quand on crée un fichier, il faut que le nom de la classe ait le même nom, mais en Pascal caisse. Donc on retire tous les trucs. Magnifique. Et donc du coup, notre fausse animation avec du script ici, elle doit partir d'un point de départ. Voilà, where to start, c'est-à-dire qui sera notre 3D, hein, c'est-à-dire les endroits qu'on a déposés dans notre modèle 3D là, pour le est-ce que je suis poussé, est-ce que je suis relâché. Et elle va aussi avoir besoin de quoi? Bah, d'un poids qui va devoir bouger. Alors moi généralement je l'appelle to move ou to affect. Et donc ça, c'est le poids qu'on va devoir faire bouger, c'est-à-dire le petit bouton. Magnifique. Alors ici, il va nous falloir un pourcentage de pression, c'est-à-dire à quel point on a poussé ou pas, qui va de 0 à 1. Magnifique. Et alors ici, j'ai mis que ça devait être assez précis avec un step, c'est-à-dire à quel point on peut aller dans le détail de 0,01. C'est pour le game designer, donc export range, ça va permettre au game designer de pouvoir avoir un petit truc visuel où il peut juste changer la valeur. Alors, au départ, on aimerait bien pouvoir lui donner quel est son pourcentage par rapport alors est-ce qu'il est poussé ou pas poussé. Donc ici, on va devoir aller pouvoir lui définir un pourcentage en tant que développeur. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de tiret, parce qu'ici, ça veut dire que c'est public. Tiret, c'est privé, pas de tiret, c'est public. Donc là, on dit au game designer ou au développeur, donnez-moi un pourcentage et je bougerai le bouton. Magnifique. Mais du coup, il faut qu'on réfléchisse. Bah, déjà, il nous faut le poids de départ, c'est-à-dire d'où il part le truc. Voilà. Il va nous falloir le poids d'arrivée et la direction. En fait, le poids de départ et le poids de fin, vu que je suis débutant en Godot, je me souvenais plus de comment on écrivait ça, donc je fais du entre guillemets pseudocode, c'est-à-dire je prépare des variables en mode bah, on en aura besoin. Pour l'instant, je sais pas comment, mais on va en avoir besoin. Alors la direction, par contre, je sais que si on regarde un peu à nos vieilles classes de maths, la direction, c'est la fin moins l'origine. Je vous explique si vous n'avez pas fait de ça depuis longtemps. Le E, c'est là où on veut aller. Le S, c'est là où on est. Donc en gros ici, nous ce qu'on veut, c'est la direction, c'est-à-dire l'espèce de valeur mathématique de là à là. Sauf que bah, du coup, ici par exemple, on est en 2-2, et puis là on est en 4-4 par exemple, j'en sais rien. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est 2-2 ici. C'est-à-dire 4-4 moins 2-2, ça donne 2-2. Donc du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire 4 moins 2 et 4 moins 2 pour le x et pour le y. Et en fait, quand vous faites ça, la destination moins l'origine, vous avez une sorte de flèche comme ça ici. Attendez, laissez-moi la redessiner un peu mieux. Tada! Vous voyez, on a juste décalé la flèche de là à là en faisant ça, moins ça. Donc c'est de la géométrie, de l'algèbre, c'est des cours de maths. Mais c'est ça qu'on vient de faire. Magnifique.
Alors du coup, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est déplacer, l'objet vers cette direction-là, donc du poids de départ en ajoutant la direction multipliée par le pourcent. Et au moment où j'ai écrit ça pour, vous dire comment on faisait, je me suis rappelé qu'en fait, bah, vu que le lerp, c'est la transition d'un poids vers un autre et tu lui donnes le poids, c'est-à-dire le pourcentage vers ce poids-là, bah, en fait, on n'a pas besoin de la direction dans notre cas à nous. On peut juste dire: «Voici mon poids de départ, voici mon poids de fin», donc from to, et voici le pourcentage entre les 2. Bon, bah, du coup, autant utiliser le lerp. Donc en fait, on aurait pu faire start plus direction multiplié par le pourcent et ça revenait au même, hein. Et du coup, vu que j'avais l'occasion de vous montrer ce que c'est à l'heure, je vous montre ce que c'est à l'heure. Donc vous dites: «Je vais de là à là, voici le pourcentage», et il va vous donner la transition entre les 2. Ça va nous retourner du coup, l'endroit où on veut aller, l'endroit où on veut que le bouton soit. Magnifique. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à dire to move point position égale la position. Sauf que j'avais un trou de mémoire, hein, vu que j'ai pas bien étudié les rotations et les positions. Je suis assez nouveau dans Godot en soi. Je suis allé faire ce que tout développeur fait, c'est-à-dire lire la doc. Je suis allé sur internet, j'ai regardé un peu, j'ai demandé à l'IA, j'ai regardé un peu sur mon autre PC ce que c'était. Et si vous voyez, il me parle de transition origine, il me parle de global position, de local position, de base. Et en fait, moi, finalement, ce qui me correspond le plus, c'est global position par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que je m'en fous de savoir où il est dans l'objet, je veux juste qu'il soit à cet endroit-là dans mon jeu. Donc je vais dire, bah voilà, la global position du poids de départ, la global position du poids de fin, il est là. Voilà, donc on calcule la global position du milieu de ces deux points et on va le donner à toMove. Voilà. Alors, test time, je crois que c'est parce que je voulais faire des tests avec le truc qui monte, qui grandit et tout. Puis je me suis dit, bah, y a pas besoin de faire aussi compliqué. On va juste faire, quand on fait play, ça nous déplace l'objet et on sera bon. Donc ici, si on veut faire ça, c'est bien beau. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que si on veut permettre de changer cette animation, ça veut aussi dire qu'il y aura des moments donnés où on va devoir prévenir le game designer que l'animation a changé. Ça ne veut pas dire que, on enregistre la donnée du bouton, c'est juste qu'on permet au game designer de dire: «OK, bah, si le bouton il est à 100, je mets mon highlight à 100, je mets mon shader en brillant», ou des trucs comme ça. Donc on va pouvoir donner des aspects un peu graphiques. Donc là, on va lui dire: «OK, bah, dernièrement, le bouton il a changé de statut». Voilà, on button change pression, on lui donne le pourcentage. Ça veut pas dire que nous on va l'utiliser, ça veut juste dire: «Tiens, game designer, si tu veux, tu as cette donnée-là à disposition». Voilà, donc on dit si jamais la donnée a changé, alors on va avertir le game designer que la donnée a changé. Alors, il y a une différence entre change et update. En gros, ce qui se passe, c'est qu'un bouton, si on me donne une nouvelle valeur et qu'elle a changé, je peux dire bah, c'est bon, t'as changé. Mais par contre, on m'a demandé de changer la valeur, donc c'est plus un update, c'est-à-dire on met à jour la valeur. Mais elle n'a pas changé. Et en fait, il y a une petite nuance qui est assez importante, parce que par exemple, si vous changez la valeur qui est déjà à 0 et que vous la mettez à 0, bah, en fait, vous avez demandé de mettre à 0, mais graphiquement, on n'a pas émis un message qui disait que, ça avait changé. Et en fait, ça a des petites nuances dans le game design où, du coup, on aimerait bien pouvoir s'y abonner. Ça pour dire, on met de petits événements pour notre game designer et donc nous, peut-être dans le futur, magnifique. Et voilà à quoi ça ressemble. On a après state avec une petite barre, on a quelque chose à déplacer, quelque chose de départ et quelque chose de relâché, de quand il est poussé et de quand il est relâché. Donc ici, on met notre to move, on met notre press, on met notre release, c'est-à-dire les fameux poids d'ancrage qu'on a créé précédemment et celui qu'il faut bouger. Vous voyez ici, static to move, c'est celui qui va avoir le mesh qui bouge ici, le bouton. Et ça va être d'où c'est quand c'est poussé, quand c'est relâché. Donc ici, voilà, magnifique. J'ai pris le poids un peu plus haut pour exagérer la chose. On rajoute une caméra dans la démo pour pouvoir voir ce que ça donne. On met 3 boutons parce que le microbit, il a finalement que 3 boutons. Ça nous permettra de faire des tests. Il y en a 2 à l'avant et un derrière qui sert à reset. Il y a A, B et reset. Voilà, on met une petite lumière. Magnifique. On est bon. Et vous voyez ici, j'ai mis 0,7. Hop, hop, hop. Attendez, hein. Hop, hop, hop. Voilà, ça se voit presque pas, mais j'ai mis 0,7 de pourcentage de poussée. Et il est ici pour le moment. Vous voyez, j'ai mis le poids là au-dessus. Alors du coup, on peut se poser une question. Attends, du coup, j'aurais pas fait une connerie? Parce que là, il est à 70% de hauteur. Quand je pousse, bah non, j'ai fait une erreur au niveau du code.
Et ici, je mets 0, il est enfoncé à 100%. Donc il y a une petite erreur que je vais devoir corriger après. Donc je remets le bouton à son endroit, magnifique. Je mets 0 ici, ça marche. Je retourne dans mon code et là je m'aperçois que, bah, en fait oui, j'ai fait le con, c'est ici j'ai fait, de début vers la fin. Le début ici je l'ai mis à, when pressed, alors que c'est when release ici. Alors 2 manières de résoudre ça, soit on inverse les 2 comme ça, ce qui peut marcher, soit une autre technique, c'est juste de mettre A-. Bah oui, A- le pourcentage, c'est l'inverse du pourcentage actuel. Bon, à vous de voir lequel correspond le mieux à vous et lequel est le plus lisible, mais maintenant on peut tester et on voit que quand je mets à 0, 1, il est relâché. Quand je mets à 80, il est poussé, donc ça marche. Magnifique. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a une classe qui va nous permettre de définir son animation. C'est pas nécessairement de stocker l'état du bouton, mais de pouvoir dire, ok, mets-moi cette visualisation du bouton. Alors, vu qu'on sait que le game designer, il va des fois juste me demander bah, pouce ou relâche, et pas juste pouce avec un pourcentage, pour lui rendre la vie facile, on lui rajoute deux petites méthodes, un pressing et un release, et on met 1 et 0. L'idée quand vous êtes informaticien dans un jeu vidéo, c'est toujours, si ça vous prend 2 secondes d'améliorer la vie de quelqu'un d'autre, faites-le. Parce que ça va vous permettre de vous améliorer votre propre vie à vous, parce que vous avez réutilisé le code. Et bah, il y a des personnes qui, eux, pour faire ça, ils vont perdre genre 4-5 minutes. C'est débile de leur faire perdre du temps, donc rajouter des petites méthodes comme ça qui font plaisir à tout le monde, c'est toujours une bonne idée. Donc il faut prévoir l'avenir quand on est développeur. Ok, magnifique. On est bon. On a fait notre petit script d'animation. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est pas un script d'animation, du coup, c'est un script de modèle, c'est-à-dire qui stocke la valeur du bouton et qui va la communiquer aux autres. Donc ici, rien de visuel, juste de la modélisation de la donnée. Et c'est ce fameux truc dont on parlait au début de la vidéo. Est-ce qu'on pousse, est-ce qu'on relâche? Donc du coup, ici, on va devoir faire un copier de ce commentaire-là et essayer de le faire. Donc bah, déjà, on stocke une valeur de pression. Bah, du coup, stockons une valeur de pression. Est-ce que le bouton est enfoncé ou pas? Alors ici, vous voyez que c'est du booléen et pas du pourcentage, parce que c'est un bouton dit tactile, c'est-à-dire on ne peut pas en mettre un ou l'autre, c'est un vrai ou c'est un faux. Pour l'animation, c'est bien de pouvoir mettre du pourcentage, mais pour le stockage de la donnée, c'est pas un pourcentage. Donc ici, isPressed, on le met à vrai, magnifique. Si on me demande de le relâcher, je le mets à faux. Voilà, on fait des petites méthodes pour pouvoir paramétriser tout ça. State in the last frame. Alors, petite réflexion que j'ai dû avoir, parce que pour pouvoir savoir, donc il y a deux manières d'observer un bouton. La première, c'est vous abonner à un événement, c'est-à-dire vous dites, bah, quand il change, tu me préviens. Et la deuxième, c'est de demander, est-ce qu'il est enfoncé? Mais est-ce qu'il est enfoncé? Bah, il faut être en retard d'une frame pour être sûr qu'il est enfoncé, parce que si ça se trouve, vous le demandez trop tôt par rapport au code du Game Engine. Et donc du coup, j'ai dû réfléchir un petit peu à comment je m'y prenais, parce que bah, dans la librairie de microbit, il y a un waspress, donc je dois implémenter cette méthode-là. Vous voyez ici, il y a une méthode qui s'appelle waspress qui retourne si ça a été enfoncé dernièrement, et je suis obligé de l'implémenter. Donc je réfléchissais un petit peu, yap yap yap, il faut essayer de s'imaginer comment mettre ça en place, ça demande un petit peu de réflexion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis aperçu, en regardant un peu dans la doc, qu'on pouvait s'abonner, non pas à la fin d'une frame, mais le début d'une frame, ce qui revient au même. Et du coup, ça a demandé un petit peu de réflexion, tout ça. Donc la première chose que j'ai fait, c'est j'ai regardé à Godot Lifecycle of Process. Donc Lifecycle, ça veut dire quelle est la méthode qui est appelée avant quoi. Donc par exemple, init, il est appelé avant enterTree, qui est appelé avant ready, qui est appelé avant process, qui est appelé et process, vous voyez, il est appelé avant exitTree. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le life cycle. Et alors, en Unity, le physique process et le process sont pas exécutés au même moment. Il y en a un et puis l'autre. Alors qu'en Godot, il n'est pas garanti. Donc c'est-à-dire que ici, ils sont exécutés aléatoirement selon l'engine, selon les objets, des trucs comme ça, selon comment vous le disposez.
Donc on peut pas juste dire, bah, tu un petit peu et puis tu fais le calcul en physique. Non, on pourra pas faire ça. Donc il va falloir qu'on trouve une manière. Donc je discute un peu avec l'IA pour trouver la doc qu'il faut. Voilà, j'essaie de voir s'il n'y a pas une méthode qui s'exécuterait après ou qu'on pourrait utiliser. Alors, vu que bah, j'ai trouvé la solution maintenant, je peux déjà vous dire, c'est juste on va attendre que on va s'abonner au début de la frame et du coup écouter à la frame d'avant pour pouvoir savoir s'il était enfoncé. Alors, ici je crois que ça doit être celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Vous voyez ici on peut dire getTree, c'est-à-dire mon niveau, point processFrame qui veut dire la frame actuelle qui est en train d'avoir lieu, point connect. Et connect, bah, c'est qu'on s'abonne à un signal. Et ici, on va pouvoir s'abonner. Et alors, ici, il me dit on end frame. Donc, dans la théorie, c'est fin de frame. Sauf que quand je lis la doc, il est mis début de frame. Du coup, je sais pas trop lequel des deux c'est, mais ça revient finalement au même niveau de la nomenclature. Parce que la fin d'une frame, c'est le début de la suivante. Alors, du coup, bah, je l'observe, je me dis, ok, est-ce que j'utilise ça? Et au final, ça me semblait bon, donc je me suis dit, ok, on va aller regarder. Donc, tu vois ici, si on regarde la doc, il est mis émet un signal quand dans process est appelé scope every node in the tree. Before, voilà, c'est ça surtout, before. Donc vous voyez, il est mis émet avant process un call. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir m'abonner au début de la frame process. Et pas à la fin Enfin, vous voyez ce que je veux dire par début et fin. Donc ici, on va prendre ça et on va essayer de s'y abonner. Connect, on phrase, magnifique. Et on va pouvoir dire, bah ok, jouons avec ça. Bon, je vous avoue que l'exercice aurait été plus simple si je mettais pas was, hein. Mais bon, il a fallu que je le fasse. Avec l'informatique, c'est un peu de la sculpture à la terre, hein. On crée au fur et à mesure, on teste, on essaie de voir, on essaie de jouer un peu avec les bouts de code jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Donc voilà, ici je dis que je me connecte à la petite méthode qui est là-bas, magnifique. Et alors je lui dis, bah ok, au début de la frame, on va aller vérifier si précédemment on a poussé. Donc ici je dis, est-ce que... oh, désolé, j'ai enlevé le was press on the last frame delay. Donc ça veut dire, est-ce que dans la dernière frame, quelqu'un a dit oui, j'ai poussé. Et on le stocke dans, ok, c'est bon, quelqu'un a poussé. Voilà. Donc si jamais quelqu'un a poussé dans la dernière frame, alors c'est vrai, on a poussé dans la dernière frame. C'est juste qu'on délaye d'une frame, donc on récupère et on le met dedans. Sinon, bah, si personne n'a poussé dans la dernière frame, bah, effectivement, du coup, personne n'a poussé récemment. Ça a l'air d'être inutile comme ça, mais ça permet juste d'attendre une frame et donc d'être sûr que c'est pas en plein milieu juste avant, parce que sinon on pourrait louper l'événement. Hop, hop, hop. Bon, ça paraît un peu compliqué. Alors, posez-vous la tête sur le code, essayez de comprendre ce que j'ai fait. Et si c'est trop compliqué, oubliez, c'est pas grave, c'est pas nécessaire d'avoir WASPress directement dans l'exercice. Et donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, ok, bah, regarde, si quelqu'un me demande si c'est pressé, bah, je vais les regarder si c'est enfoncé. Donc il y a une variable qui me permet d'observer la frame précédente et une variable qui me permet de confirmer si oui ou non la dernière était poussée. Magnifique. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous manque? Le fait de mettre la variable à vrai ou à faux. Donc un petit set. Donc il y a get et set. Get, ça veut dire récupère, set, ça veut dire défini. Donc ici on dit bah ok, tu me le définis et tu me stockes s'il était différent. Parce que s'il est différent, on va devoir avertir des gens. Si jamais il est pressé et qu'il est différent, bah à ce moment-là, hop hop hop, on prévient les game designers et les autres développeurs qu'il y a eu un press, il y a eu un release. Donc down, c'est-à-dire pousser, up, c'est-à-dire release. En tout cas dans la nomenclature générale des développeurs. Et on aura un petit update et un petit change. Et du coup, le WASPress, on pourrait le mettre, mais on va pas le mettre parce que c'est déjà down et up, on n'a pas besoin. Voilà. Donc ici, on met les signaux à leur place, c'est-à-dire update, on le fout à la fin, en mode c'est bon, quelqu'un a mis à jour la valeur. Magnifique.
Maintenant, il nous faut un change. Et alors, ici, on va dire. Alors, petit détail. Ici, tantôt, on a observé que la frame avait changé, mais on n'avait pas dit c'est bon, elle a changé. Et donc, ici, vous voyez, dire qu'elle a changé, c'est-à-dire que si quelqu'un me demande de la changer, je dis bah, si c'est poussé, si quelqu'un vient de pousser réellement et que on détecte qu'elle a changé de valeur, alors c'est que quelqu'un a poussé la dernière frame. Donc, c'était ici l'endroit où on va dire c'est bon, il a poussé la dernière frame. Et puis, on attend une frame et c'est là où on faisait le code d'avant. Alors, du coup, if change, si ça a changé, bah du coup, on prévient tout le monde que ça a changé. Si ça a changé et que c'est enfoncé, bah on prévient tout le monde que c'est down. Et si non, c'est que c'est relâché. Et donc, on a prévient tout le monde que c'est release. Tada! Bon, là, j'avais supprimé accidentellement la méthode, donc il va falloir que je la remette. Voilà. Donc, du coup, je la remettrai plus tard. Alors, pareil que dans le code précédent, on facilite, on dit set as pressing, set as release, on met vrai ou on met faux, juste pour faciliter le travail des autres développeurs. Voilà, on corrige un bug que j'avais laissé. Voilà, ici, j'essaie de mettre une autre manière d'écrire, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir if et un if, bah, vous pouvez avoir if avec isPressing and change égale true. Bon, égale true, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, quand vous dites isPressing, c'est déjà comme s'il demandait égale true. C'est juste pour vous rappeler que voilà, celui-là, il n'est pas nécessaire, mais des fois, c'est bien pour la lisibilité. Sauf qu'en fait, je pourrais même le déplacer là en dessous, ça change rien, et c'est ce que je vais faire après. Donc ici, vous voyez, j'avais supprimé celle qui s'appelait update précédemment, donc on la remet. Et alors celle qui s'appelait change, bah, je pourrais peut-être la mettre à la fin, juste ici, juste pour que ce soit d'abord down, d'abord up, et puis change derrière. Vous voyez ici, attendez, quand je vous disais que j'allais changer de place, qu'il soit ici devant ou qu'il soit ici, ça revient au même. Et donc du coup, pour la lisibilité, c'est vrai c'est bien de l'avoir là-bas, parce que directement, on sait que ok, c'est un truc qui est séparé des deux, mais en même temps, autant l'avoir dans l'autre, pour éviter d'avoir trop de conditions, c'est que je l'ai déplacé là-bas. Bon, le change, on le met derrière, et nous voilà avec notre code. Quelqu'un nous demande de changer l'état du bouton, on regarde si ça a changé, on stocke la valeur, on dit si ça a changé et que quelqu'un a poussé, on prévient ceux qui attendent ça. Voilà, puis on dit qu'il a été pressé durant cette frame-ci, ce qui sera mis à false dans la frame suivante. Ici, on regarde on up et on dit bah ok, si jamais c'est pas poussé, on prévient tout le monde que c'est relâché. Puis on prévient tout le monde que ça avait changé et on prévient tout le monde que la valeur a été mise à jour, peu importe le résultat qui était là-bas. Tada! C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir s'abonner à tout ça et ça va être très chouette. Et donc, on va pouvoir abonner ces événements au fait de changer l'animation qu'on a fait précédemment. Alors ici, vous voyez, je devais tester le code, mais j'avais pas le temps de tester. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit to do, test that later. Donc quand vous mettez to do comme ça en majuscule, ça permet de retrouver facilement dans votre code où est-ce qu'il faut aller passer du temps pour vérifier quelque chose ou compléter quelque chose. Ok. Alors ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? On a notre bouton, on a notre caméra. Ah oui, ok. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de vérifier que ça fonctionne. Pour vérifier que ça fonctionne, bah, il va falloir que je clique dessus sur notre bouton. Alors, comment on fait pour cliquer sur un objet 3D? C'est justement le sujet de la vidéo suivante. Donc on va pour le moment juste faire une petite UI 2D qui fait qu'on va pouvoir simuler le fait de cliquer sur le bouton. Donc ici, vous voyez, je vais rajouter un Canvas Layer qui va nous permettre de dire j'aimerais bien avoir un interface 2D par-dessus mon jeu 3D. Donc quand vous faites un jeu 3D, pour avoir de l'interface 2D, il vous faut un Canvas Layer. Dans ce Canvas Layer, on va rajouter un UI de check qui va permettre d'avoir une sorte de petit checkbox comme ceci. Vous voyez, hop là. Donc c'est pas un bouton, c'est un truc où on peut mettre vrai ou faux, mais qui va maintenir. Donc un toggle, un checkbox. Faites attention que du coup il y a une différence entre un bouton et un toggle, mais ça c'est un détail. Voilà, magnifique. On met nos jolis petits boutons, on les renomme, on appelle ça A, B, reset, magnifique. Alors vous voyez ici, on a down, up, press et toggle. Il faut savoir qu'en Godot, toggle ne marche que si c'est un toggle button. Ça ne marchera pas avec un bouton classique, même s'il est présent dans un bouton classique. Et j'étais surpris, j'étais en mode ok, pourquoi pas, mais donc faites gaffe, c'est un bug qui m'est déjà arrivé. Donc tout ça pour dire, on va s'abonner à toggle et on va dire bah, si jamais tu changes d'état de vrai à faux,
tu vas aller contacter, bah, du coup, le code de notre bouton A là-bas et tu vas aller le mettre, yop, 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 dans set pressing value. Voilà, set pressing value. Donc on va le faire pour le A, le B et le reset. Voilà, on dit si jamais il y a un changement sur le bouton 2D graphique, tu appelles le modèle qui dit que ça change. Magnifique. Mais du coup, ça veut dire qu'on a changé le modèle, mais on n'a pas encore changé l'animation. Vous voyez ici, je clique et ça ne change pas l'animation. Donc maintenant, on va dans notre préfab, dans notre scène de boutons, ici. On va sur le script qu'on a fait ensemble, et vous voyez qu'on a ces événements-là dans notre script bouton view. Donc on va dire, bah, ok, bah, si jamais quelqu'un te change d'état, donc de ton tas de données, et ben on va s'abonner. Donc on va dire ici, si jamais ta valeur a changé, tu vas appeler le bouton en dessous de nous. Voilà. Et alors ici, vous voyez, je voulais utiliser le isPressing, mais j'avais pas créé la méthode qui permettait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire down. Donc si down, tu pousses. Si up, tu relâches. Donc ici, vous voyez, c'est notre petit script de modèle qui va appeler l'animation qu'on a fait au début de la vidéo, et qui va pousser et relâcher. Tada! Et nous voilà. Alors, vu qu'il me manquait cette petite méthode que le game designer n'avait pas, parce qu'en fait, vous voyez, le game designer, il peut me donner une valeur en pourcentage, mais il pouvait pas me donner une valeur en booléen. Donc j'ai fait OK, bah, set pressing state avec un booléen et on est bon. Donc si jamais la valeur... Alors du coup, ça, c'est ce qu'on appelle une opération ternaire. Je sais pas si je l'ai déjà vu avec vous dans les vidéos, donc j'en parle. Donc en gros, ici, je lui dis, tu définis le pourcentage. Et alors, une opération ternaire, ça veut dire, si c'est vrai, je te donne ça. Si c'est faux, je te donne ça. Vous voyez ici, je dis isPressing, donc si jamais c'est en train de pousser, je vais te donner une valeur et sinon une autre. Et alors ici, dans le vrai, je mets 1 et dans le faux, je mets 0. Et donc ça va me permettre de convertir, vrai, au lieu d'avoir if qui appelle une méthode et tout, bah, je peux faire juste ça. Papadam, magnifique. Ça appelle une opération ternaire. Et voilà, on a des boutons et ils sont enfonçables avec du code et avec avec des trucs 2D. C'est-il pas beau? Alors du coup, maintenant qu'on a des boutons, bah du coup, on va pouvoir mettre ça sur notre microbit plus tard. C'est-à-dire que là, on a fait les petites diodes, on a fait le carré avec les diodes, ici, dans la vidéo un peu longue précédente. On a fait le bouton, bah du coup, on s'approche de quelque chose d'assez sympa. Et voilà comment on fait un bouton. Bon, c'était pas très compliqué, hein, c'est juste au final qu'un bouton. Mais donc du coup, je me souviens plus de ce qu'on voit dans la vidéo précédente, mais voilà. J'espère que vous avez appris à faire un joli bouton en 3D, qui soit animé avec du script et pas de l'animation. On se voit dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Ciao, ciao.